Les Français sur Twitch, on est une des communautés les plus actives dans le monde. Le modèle de web télé, ça avait existé quasiment nulle part. Je crois en Allemagne, ils avaient testé, mais sinon, on était les seuls à avoir fait ça. Les Américains, ils sont vraiment en mode, c'est du gaming. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Alexis Bizot, alias Domingo, pour ceux qui connaissent, streamer, producteur et présentateur, entre autres de l'émission qui est presque devenue culte, Popcorn sur Twitch. 1 million de followers sur la plateforme. Voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de stream, de live, de communauté, de nouveaux médias. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très content d'être là. Eh ben, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors déjà, première question, est-ce je te dis bonjour Pierre-Alexis ou Domingo ? D'où vient ce pseudo et aujourd'hui, comment on doit te présenter ? Original. N'est-ce pas ? Non, souvent les gens m'appellent PA parce que prénom composé, c'est un choix original aussi de mes parents, pourquoi pas. Sinon Domingo, en vrai, les gens m'appellent un peu comme ils veulent. Et pourquoi Domingo ? Bah écoute, ça remonte à il y a longtemps, ça doit faire 15 ans quasiment maintenant, et j'étais vraiment au collège, je savais pas comment m'appeler sur les jeux vidéo, et je tape dans le micro, c'est un plaisir pour vos oreilles. Et en fait, je me suis tout simplement dit, je vais prendre mon livre d'espagnol, et j'ai fait les jours de la semaine, Domingo, dimanche, boum, clac, petit exotisme, on est là, j'aime bien la langue espagnole, et c'est devenu mon pseudo, je l'ai gardé. Ouais, ça passe, ça reste mieux qu'un truc Slayer, machin. Avant, c'était pas Pablito, si tu veux, donc, mais j'aime bien l'espagnol, on sent qu'il y a une affinité. Qu'il y a quelque chose. Pour juste la lecture un peu de l'épisode, j'ai 3 parties, une première plus sur ton parcours, parce que donc comment t'en es venu à Popcorn, qui est aujourd'hui un petit peu le plus gros de tes projets. La deuxième donc partie plus sur ton nouveau métier et une partie, la troisième dernière, sur les mutations des plateformes de stream que tu maîtrises a priori assez bien. Il y a quand même pas mal de mutations ces derniers jours, semaines, mois. Ça change un peu c'est pas que ça change, ça évolue en permanence cet univers. Donc je trouvais intéressant d'avoir ton éclairage là-dessus. Donc Domingo, ton pseudo, ça s'est balayé, c'est la question classique que tu dois avoir régulièrement, mais je pense que c'était intéressant pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, puisque c'est quand même un univers particulier. Mais tu es un média incontournable, avec de la croissance, avec des millions de vues, donc je trouvais ça hyper intéressant de t'avoir. Tu as fait un passage rapide dans l'e-sport, c'est comme ça que t'es venu à Twitch. Tu peux nous raconter rapidement comment t'es devenu Domingo. J'imagine que tu devais être au collège. Comment tu passes de collège à d'un coup streamer ou e-sport ? Pour continuer un peu donc avec le pseudo, pourquoi j'ai besoin d'un pseudo, c'est que je jouais en ligne. J'ai toujours été énorme fan de jeux vidéo, et en fait à l'époque je faisais des compétitions donc sur Call of Duty. Ça a été le jeu qui m'a fait connaître. Là je parle en 2009-2010 à peu près. J'ai gagné des compétitions, donc forcément tu te fais des potes avec qui t'es fort, etc. Et petit à petit le milieu a évolué, parce qu'avant c'était pas du tout quelque chose où on se disait oh là là, je vais peut-être devenir pro, peut-être que je vais pouvoir en vivre. Streamer même en 2009-2010, non, il y avait pas. Streamer n'existait pas à l'époque. C'était vraiment. C'est dingue, j'ai l'impression que c'était. Mais bon, ça va très vite. C'est ça. On a l'impression que c'est il y a 20 ans maintenant. J'en parle quasiment plus parce que c'est de la préhistoire pour le monde du streaming. Et en fait, moi à côté, j'ai fait une école de commerce. J'ai toujours continué à être passionné de jeux vidéo. J'avais dû arrêter pour les études, puis je suis revenu justement parce que ça me manquait trop. J'ai des amis qui ont continué à jouer, qui étaient toujours au top niveau, et du coup je me suis un peu refait une place en commentateur, et aussi justement en commençant à stream, mais vraiment c'était un hobby juste de partager. C'est assez particulier parce que le streaming, pour ceux qui connaissent pas, c'est du contenu en live où on peut faire ce qu'on veut. C'est plus connu justement avec du jeu vidéo, on va partager ses parties. À la base, c'était vraiment des gens très forts qui vont expliquer un peu
pourquoi je suis fort et comment je suis fort. En tuto, gros, etc. Quelles décisions je prends en live, comment réagir. Exactement. Et du coup, il y a eu ce plaisir de partager, où au début, je l'ai fait juste pour mes potes. Il y avait 4-5 personnes qui regardaient. Ouais, c'était pas mainstream du tout à l'époque, donc pour le coup de streamer ou Twitch 2009-2010, c'était... Ah, je le cachais, hein. C'est-à-dire que j'étais en école de commerce à côté, j'étais pas en mode non, je vais pas en soirée, je stream ce soir, venez, etc. C'était vraiment un truc un peu à part. On était un peu dans cette période aussi où maintenant le geek c'est chic, mais à l'époque, jeux vidéo, etc., c'était pas non plus. C'était pas la classe. L'école de commerce, j'étais pas la star, quoi, si tu veux, genre. Mais ouais, non, du coup, j'ai continué un peu comme ça. Il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés. Beaucoup de temps, beaucoup de temps investi là-dedans. Comme je disais, en école de commerce, tous les soirs, je rentrais et dès que je rentrais, justement, c'était plusieurs heures de stream pour essayer de créer une communauté, etc. Et petit à petit, justement, mon hobby, ma passion est devenu un métier, et c'est un métier qu'on construit un peu justement autour des plateformes, etc. depuis ces années, quoi. Et t'as été justement donc un métier que vous ne connaissez peut-être pas, ceux qui nous écoutent, shotcaster. Ouais. Tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est? Dans l'e-sport, on aime bien les anglicismes. C'est-à-dire que parce que du coup, il y a peu de modèles qui étaient là. Donc le modèle, c'était les États-Unis qui étaient un peu en avance sur nous. C'est concrètement commentateur. Donc du coup, j'ai commenté du Call of Duty, j'ai commenté ensuite du League of Legends, qui on va dire à l'heure actuelle a la scène e-sport la plus développée depuis de nombreuses années, qui s'est bien structurée, etc. Et donc du coup, j'ai eu la chance de commenter devant des 3-4 000 personnes. Et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est le fait de faire vivre une émotion, de la partager de temps en temps. Maintenant, je commente un peu de sport par-ci par-là, etc. Mais c'est fantastique. Je pense qu'on a tous regardé des matchs de foot, etc. Et un bon commentateur qui t'emmène avec toi, Coupe du Monde typiquement. Ou ce genre de choses. Ça, voilà, ça te transporte, et c'est ce que j'aimais bien faire. Et c'est aussi ce qui m'a fait connaître. Disons que j'ai eu plusieurs casquettes entre joueurs, le côté un peu plus divertissement aussi animateur, ce qui m'a toujours plu, parce qu'au bout d'un moment, juste partager des conseils, tutos, etc., c'était pas ce que j'avais envie de faire. J'avais envie justement de me servir du jeu vidéo comme support pour divertir les gens. D'accord. Et donc, quelle leçon tu tires de ces débuts sur Twitch ? Quelle leçon que ça s'est bien passé? Non, en vrai, pas beaucoup de leçons, juste beaucoup de... à fond, quoi. Du travail, quoi. Ouais, c'est ça, à fond. Mais c'était intéressant aussi, parce que maintenant, il n'y avait pas de modèle, donc du coup... T'essayais, tu vois, c'est-à-dire que mes premières vidéos, mes premiers trucs... On est d'accord que tu monétisais pas du tout à l'époque? Non, à l'époque, c'était Dailymotion, mais je touchais peut-être 20 € par mois, quoi. C'est-à-dire que vraiment, quand on y allait à fond. Donc non, c'était faire tous les forums pour juste essayer d'être connu, quoi. Gagner une personne qui va te regarder, c'était énorme. Les réseaux sociaux étaient pas aussi développés, donc c'était une période quand même assez différente, mais non, j'en garde un super souvenir. Et après, voilà, il y a toujours une part de chance, de réussir à être au bon endroit, au bon moment, etc. Forcément, dans ce milieu. Aujourd'hui, tu te lancerais, c'est probablement beaucoup plus compliqué, parce que maintenant, tu as des cotes, tu as une concurrence, etc. Tu as peut-être eu la chance aussi d'être au bon moment. Ah ouais, clairement. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait vraiment très peu de gens qui streamaient, donc qui proposaient du contenu. À l'heure actuelle, je pense, là, on tourne le matin, il est 11h du matin. Je pense qu'en France, il y a à peu près 4-5 000 streamers. C'est-à-dire 4-5 000 personnes qui sont derrière leur écran et qui divertissent. Peut-être la moitié, voire plus, qui ont personne qui les regarde, à part leur deuxième écran, justement, qui leur fait un viewer. Mais donc, du coup, c'est très difficile, justement, de pouvoir se démarquer. Et c'est, j'imagine, souvent comme ça aussi dans les nouveaux business, etc. T'arrives avec une nouvelle idée, t'es le premier à la faire. Ouais, bien sûr, t'as ensuite, une espèce de prime quand même au premier. Et peut-être aussi, y a le niveau dans le jeu vidéo n'a pas vraiment de rapport, c'est vraiment aussi une question de personnalité. Est-ce qu'il y a des streamers vraiment très bons, mais nuls en commentaire, en stream? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, du coup, avant, c'était assez lié, justement, e-sport et streaming. Et en fait, maintenant, on voit qu'il y a quand même 2 branches qui se séparent. C'est-à-dire que tu as vraiment l'e-sport, où tu as des joueurs qui vont être excellents, etc. Beaucoup, en fait, ne peuvent plus streamer, parce que c'est potentiellement révéler des strats, révéler justement des tactiques que les teams adverses vont pouvoir voir. Et eux, c'est clair que c'est pas des animateurs. Tu les regardais que pour le jeu, uniquement pour le jeu. Et c'est quelque chose qui... marche un peu moins dans le streaming, parce que les gens, justement... ce qu'ils veulent, c'est kiffer quand même, et qu'un mec soit cool et créer un lien. Exactement. C'est comme si t'allumais la télé, sauf que c'est un contenu qui te ressemble et qui te plaît. Là où, justement, beaucoup de gens à la télé n'ont plus forcément ça. Pas sur toutes les émissions, etc. Mais ouais, je pense que ça joue. C'est ce truc de lien et juste se sentir bien. On a beaucoup de gens qui télétravaillent avec un stream en fond. Enfin, c'est juste ce truc-là d'être... t'es accompagnant. Je sais pas comment dire. Après, il y a plein d'usages différents, quoi.
Exactement. Et tu parlais donc d'un lien avec le streamer. Un lien, toi, tu l'as eu, mais alors c'est plus négatif. Tu as été victime de swatting en 2015. J'ai vu ça. Donc, que tu as une fiche Wikipédia. Je pense que tu le sais, mais donc tu as une fiche Wikipédia. Ça rigole plus. Bravo. Merci. Comment alors pour ceux qui voilà le swatting, c'est encore un terme américain, hein, clairement c'est une pratique qui nous vient des États-Unis, dont on se serait probablement passé. Donc ça consiste à faire un faux appel. Alors il peut y avoir plein de raisons, mais pour que la police débarque, donc le SWAT aux États-Unis débarque chez la victime, mais pour une fausse alerte quoi. Donc t'as été victime de ça, t'as la police qui a débarqué chez toi. Ouais, la BRI. Donc ouais c'est l'unité d'intervention, quoi. C'est-à-dire que j'ai ouvert la porte, je faisais un marathon, il était 5h du matin. Oui, c'est Counter-Strike, quoi, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que vraiment. T'as vécu. Juste dans l'encadrement de ta porte, t'as vraiment 8 mecs, quoi, qui tiennent avec, qui te braquent. Mais voilà, c'est quelque chose qui était une mode absolument nulle, qui aux États-Unis a fait des dégâts, parce qu'il y a déjà eu des morts. C'est-à-dire qu'on a la chance en France, quand même, d'avoir une police qui est un peu. Voilà, il y a des débats, on va peut-être pas les lancer là, mais en tout cas, justement, où je me suis pas senti en danger pour ma vie, alors que le mec avait quand même appelé justement pour dire que j'avais tué ma femme et que j'allais faire sauter le bâtiment. Donc, c'est-à-dire que les mecs sont venus, si tu veux, ils sonnent, ils se disent. Avec un forcené de l'autre côté. Voilà, c'est ça, quoi. Et c'est dangereux. Mais non, mais voilà, c'était nul. J'avais essayé de pas faire taire l'affaire, mais de pas ne parler que de ça, parce qu'à un moment, tu pouvais très vite être étiqueté. J'avais pas envie d'être le gars victimisé ou que ça se reproduise, etc. Et du coup, non, juste, on en a pas mal parlé. Il y avait eu justement un cas où il y a eu des sanctions, où il y avait eu un gars qui avait pris. Pas de la prison ferme, mais du sursis, et qui avait calmé. Je crois si un mec avait peut-être pris du ferme, mais pas pour moi, pour un autre cas. Et en France, il y a dû avoir 7-8 cas comme ça, et ça s'est arrêté, et on en voit beaucoup moins, et c'est bien. C'est vraiment le truc, comme je disais, où t'as rien à y gagner. T'es pas sur une escroquerie où peut-être tu vas pouvoir gagner de l'argent, c'est juste faire chier quelqu'un, quoi. Et on y reviendra, mais c'est pas comme c'est arrivé en 2015 assez tôt. Je voulais voir si ça t'avait marqué déjà, et changer un peu la relation que tu as avec ta communauté, est-ce que ça a changé quelque chose ou modifié la façon dont tu interagis Je pense que ça m'a fait mûrir, et moi j'ai la chance aussi d'avoir une communauté qui a pas mal grandi avec moi. J'ai une communauté qui est pas trop jeune, par des choix que j'ai fait aussi. Typiquement un jeu comme Fortnite, j'y avais un tout petit peu joué, mais j'ai fait le choix de pas tout mettre là-dessus, justement en me disant ok, je vais profiter de la vague. Mais bon, c'est une vague où c'était des très jeunes aussi, quoi. Et une fois que Fortnite les a lassés, ils te regardent plus. Donc du coup, j'ai eu cette chance d'avoir des gens qui comprennent quand même, donc du coup qui respectent. Et je raconte beaucoup justement quand il se passe des choses, et des choses négatives que je vis. Sans me prendre non plus pour une starlette, hein, mais c'est vrai qu'à des moments il y a des trucs, des anecdotes forcément que tu croises où c'est assez fou, et ça permet justement de faire comprendre aux gens aussi de comment se comporter, comment sans être, personne n'a envie d'être le lourd. C'est-à-dire que tu croises quelqu'un que tu suis, que t'aimes bien, t'as pas envie de lui laisser l'image de lourd, et donc du coup maintenant j'ai une communauté qui là-dessus est super bienveillante, comprend, plein de gens qui me captent, on fait des photos, ça parle gentiment. S'ils voient que je suis avec ma copine, ils vont pas forcément être saoulants, ça fait un petit clin d'œil en mode je kiffe ce que tu fais et tout. Donc non, là-dessus, moi j'aime bien cette idée de il t'arrive quelque chose, tu vas en parler, et les gens naturellement vont comprendre. Et du coup, ça, c'est pas de l'éducation parce que c'est péjoratif pour la communauté, mais ça reste un peu quand même dans ce délire-là. Ouais, de la sensibilisation en tout cas, tu vois. Moi, je l'ai bien vécu. On en parle, on explique, sans en faire non plus trop des caisses pour pas être étiqueté et pas jouer les victimes. Exactement. Mais swatting, ça a l'expérience quand même. C'est-à-dire que j'étais content qu'il n'y ait pas ma famille, pas ma mère, ce genre de truc, parce que et c'est bien que ça soit une mode qui soit finie. On est content. Ouais. Voilà, on est heureux. Écoute, a priori, les trolls écoutent pas Mediarama, donc je pense que ça leur donnera pas de mauvaises idées. Est-ce que c'est vers cette période-là que t'es repéré, alors j'allais dire par Webedia, parce que donc tu travailles avec Webedia, mais en fait je pense que l'histoire elle est un peu plus ancienne que ça, et elle ramène à Raoul Ebel qu'on a eu donc sur Mediarama, qui a été cofondateur de Bang Bang Management. Donc ça date de cette période-là. T'es repéré, est-ce que t'es contacté par Raoul, Sacha, donc Bang Bang Management, je rappelle, c'était une société rachetée par Webedia qui faisait de la gestion de talents dans l'e-sport. C'est ça, notamment. Exactement. Ils ont été rachetés, si je dis pas de bêtises, en 2017 ou 2018. Pour la faire courte, en gros, moi, en 2014, je suis dans une société qui s'appelle Eclipsia, qui a été un peu le... C'est une agence un peu de joueurs, non? En fait, c'est plus une web TV à l'époque, c'est-à-dire que c'est vraiment une web télé avec des personnalités très fortes pour l'époque, et il y a beaucoup de gens, des grands noms, des Zerator, des Jiraya, etc., qui sont passés par là. Et ça a été un peu le centre de formation de beaucoup de streamers actuellement aussi. Ça
appartient à qui? Ça existe toujours? Ça appartient à qui? Ça s'est arrêté, ça appartenait à quelqu'un qui s'appelait Julien Thierry, qui a été assez précurseur, mais qui a aussi fait quelques mauvais choix. Mais c'était vraiment tout nouveau, avec vraiment l'envie de se dire un modèle web télé, quoi. Un modèle web télé, d'essayer de créer quelque chose, juste avec les possibilités qu'offre le streaming. Mais donc, du coup, je suis resté 1 an là-bas, c'était en Angleterre, et en fait, j'ai eu envie de partir. Et donc, du coup, là, on est 2015. On est début 2015, et en partant... j'ai fait école de commerce, moi je suis un peu curieux, c'est le côté un peu débrouille de ok, maintenant je vais mener ma barque, ça marchait bien pour moi, donc ok, je contacte des sponsors, je fais des trucs et tout, et ça m'amuse de faire ça, petit dossier de sponsoring, boum boum, ok. Ouais, t'as fait une école de commerce, donc quelque part tu connais un peu ces mécanismes. Tu bosses pour toi, donc t'es quand même dans un truc où en fait je peux rien faire, mais si je fais rien, c'est peut-être fini dans 2 mois, quoi. Ouais. Et c'est quand même cool, donc on a envie que ça continue. Et donc du coup, j'ai fait ça, mais en me rendant compte que à l'époque je streamais vraiment énormément, c'était 6 jours par semaine. C'était 18h minuit tous les jours, donc sauf le dimanche, et donc du coup j'avais pas spécialement le temps de tout faire, et j'ai commencé à me rendre compte ça va être difficile d'être partout, il va falloir prioriser un peu où est-ce que je suis vraiment bon. C'est principalement la création de contenu, donc c'est un truc que je dois développer. Comment je peux me dégager du temps sur et tout en faisant confiance, etc. Et donc du coup j'avais rencontré donc Sacha au tout début de BBM, qui m'avait parlé un peu de comment ça se passait. Il suivait déjà des joueurs e-sport, donc Bruce Granek, Yellow Star, qui sont des légendes. C'est ça, un sur FIFA, l'autre sur là, je vous fais vraiment un historique. Hein. C'est intéressant parce que ils avaient le nez creux quelque part, et c'est vraiment les précurseurs en France. C'est ça. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé aussi à me développer et à progresser, notamment justement avec les marques. Là où moi, tout seul, je pouvais aller envoyer des mails, contacter des marques, Très Gaming, etc. Là où eux pouvaient donner un rayonnement un peu plus gros pour faire des événements, pour faire des choses auxquelles j'aspirais un peu, justement, de sortir aussi de la routine et de temps en temps, vraiment aller taper fort sur un truc que personne s'attendait, quoi. Pas juste un sponsoring à serre pour montrer le dernier PC de compétition, quoi. Exactement. Donc ça a été comme ça le début de la rencontre, et on est en 2021. Ils ont été rachetés par Webedia, donc forcément des choses ont changé, etc. Mais je continue à travailler avec eux, et ça se passe très très bien. Justement, puisqu'on est un peu en train de parler un peu business, je suis assez curieux, donc tu me dis ce que tu veux ou ce que tu ne peux pas dire. Comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, avec Webedia, donc on va revenir, mais tu as pas mal de sponsoring, Adidas, on y reviendra tout à l'heure parce que tu fais quand même pas mal de choses sur le sport. Quelle liberté tu as par rapport à Webedia? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aller faire une opération dans ton coin, tout ça, ou est-ce que c'est une espèce de contrat de confiance où tu as tout intérêt à le faire tout le temps avec eux? Tu vois ton indépendance par rapport à ça? Est-ce que c'est des contrats, comme on va dire, un footballeur jusqu'à telle année, ou c'est une union, vous êtes bien ensemble et on continue? On a un contrat justement qu'on renouvelle, qui est un contrat d'exclusivité, qui a été... alors il y a un énorme truc de confiance, parce que maintenant justement c'est quelque chose aussi où j'ai vraiment aspiré de ne pas être simplement le talent à qui on envoie un mail en mode ok, est-ce que tu veux faire stopper, est-ce que tu veux ça, et en fait je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, il fallait pouvoir s'impliquer à un moment ou un autre, surtout plus je grossis et plus les projets sont gros, justement dans les rencontres avec les marques, etc. Donc maintenant on a un chassé-croisé, on va dire, qui est justement de confiance. Il y a toujours Webedia qui vraiment amène cette commercialisation des différents projets que j'ai. Typiquement Popcorn, on est en coproduction, c'est-à-dire 50-50 avec Webedia et donc mon entreprise Paprod, du coup où on fait toutes nos activités, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire en fait, c'est-à-dire que je pense qu'on va en parler aussi, mais réussir à faire une bonne émission sur Twitch, c'est pas une science, mais c'est quand même un savoir, c'est quand même il faut mettre les bons ingrédients, les bons éléments, etc. Et c'est ce qu'on sait faire chez nous, et c'est justement l'expertise qu'on essaie de valoriser et d'amener de plus en plus, parce que c'est vraiment ce qui moi m'intéresse, et dans ma boîte aussi. Donc c'est ce qu'on fait. Sinon, non, en termes d'indépendance, disons que c'est mes agents sur toute la partie de négociation pure. Moi, je suis beaucoup plus quand je vais travailler avec une marque. Bien sûr, d'un point de vue business, au bout d'un moment, il faut faire monter le cachet par rapport justement à nos performances qui augmentent, mais dans de la compréhension et les convaincre de faire justement à notre manière, de nous faire confiance. Et donc du coup, c'est une relation qui a eu des problèmes à des moments, etc. avec Webedia. Ouais, forcément, il doit y avoir des ça fait 5-6 ans qu'on bosse ensemble, etc. Et disons que forcément, c'est aussi une grosse boîte qui a connu des virages, des moins bien. Je pense qu'on en parlera avec le live, mais je suis très content maintenant de ce qu'on fait,
de l'efficacité justement qu'on arrive à mettre et ce juste milieu entre indépendance, liberté de pouvoir faire les choses. À aucun moment je suis forcé de faire quelque chose. Donc on n'est pas du tout dans cette relation-là. C'est plus de l'accompagnement. Tiens, j'ai un projet. Ok, comment on va pouvoir réussir à le vendre, etc. Et je parle beaucoup de vendre parce que en fait, pour ceux qui connaissent moins ce milieu, etc. On a besoin, très rapidement. Je vends pas des programmes à une chaîne de télé. Les programmes, je les fais sur ma chaîne Twitch et c'est pas Twitch qui va mettre de l'argent. Ouais, est-ce que j'allais faire l'analogie justement avec les boîtes de production sur la télé, mais là, la différence, c'est qu'en plus, c'est toi qui les diffuses, c'est ta communauté, etc. Donc, c'est ça. Donc, on connaît, en fait, on a la chaîne de A à Z et on doit la maîtriser. Mais du coup, on sert, c'est principalement sur le côté commercial et aussi un peu, ils ont les studios de production, etc. Donc, mais oui, voilà, c'est ça. Plus ça vient, plus ça va être sur des moyens matériels ou de la commercialisation. Mais alors là, spontanément, mais plus tu grossis sur donc ta boîte Pab Prod, plus t'es costaud quelque part. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est ce jeu justement entre les deux, un peu cette danse pour réussir à trouver. Justement un juste milieu où chacun, eux, ils vont nous donner les armes et nous ensuite avec les armes on sait faire quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un mythe autour de Webedia, etc. où les gens parfois, alors, je pense pas que ça soit les auditeurs de Mediarama, mais en fait tous les ans tu prends une mallette de 3 millions de juste fais tes projets, tout va bien se passer, on a besoin de rien, ce qui est pas la réalité et ce qui est aussi intéressant c'est très business, mais d'essayer de créer des projets qui sont cool, intéressants pour les gens et rentables en fait, juste pour continuer à se développer et c'est un peu dans quoi je suis en ce moment. Ouais, sachant que toi par rapport aux autres quand même, tu l'as dit, c'est que tu veux pas être juste un talent comme les autres, tu te construis par toi-même, tu as ta boîte de prod, tu grossis, etc. Et donc tu pèses un peu plus quelque part, tu peux amener toi-même des opérations, des deals et compagnie. C'est ça. Donc c'est un peu remodelé et c'est vrai que c'est un peu un cas unique, mais quoi qu'il arrive dans le business de l'influence, il y a beaucoup de choses qui évoluent, les modèles évoluent, les manières de faire évoluent, etc. Et en permanence, donc faut et Webedia réfléchit beaucoup à ça aussi, comment justement trouver les bons accords pour accompagner des talents, que ça soit faire pour les talents et faire aussi bien pour sûr. C'est toute une réflexion. Et qui change un peu en permanence, c'est ça qui est assez fou. Mais sinon sur la marque et les plateformes sur lesquelles tu vas, ça t'es totalement libre, tu fais ce que tu veux. Il y a aucun moment où j'ai eu des choix imposés et encore heureux parce que justement on parle beaucoup d'indépendance. Moi disons que j'ai pas des valeurs d'indépendance où je veux tout faire par moi-même à tout prix. On est quand même je bosse qu'avec des GAFA, c'est-à-dire que je stream sur Twitch, je rediffuse sur YouTube, si je mets, c'est sur Spotify, c'est que des monstres. Donc on est aussi justement dans un problème où c'est triste à dire, mais seul, on va pas pouvoir faire grand-chose. C'est-à-dire que soit justement tu as les armes pour pouvoir aller mettre tes revendications suffisamment haut, soit en fait je vais faire un live coup de gueule quoi. Et c'est aussi un peu ça justement que je me suis rendu compte, c'est que il faut quand même être un peu armé ou avoir du poids. Là je vois les différents projets que je fais, etc. C'est de plus en plus d'envergure, de demande de moyens, etc. Et du coup, tu as besoin quand même d'avoir les bons contacts ou de pouvoir aller discuter avec les bonnes personnes pour les convaincre, quoi. Ouais. C'est une super transition sur ma deuxième partie, un présentateur. Je te les offre. Merci. sur un plateau mainstream de Popcorn, clairement. Donc là, tu passes dans une nouvelle phase où tu as donc ta boîte de prod, tu es sur des plus gros projets. T'as même eu ton émission sur Énergie pendant 2 ans, un talk show qui est peut-être précurseur de... Est-ce que c'est justement ça, le précurseur de Popcorn? Comment c'est venu Popcorn? Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est Popcorn? Parce que là, on n'est plus justement juste dans un mec qui stream ou qui fait des featuring avec d'autres streamers. C'est vraiment une vraie prod avec un nom, un plateau, etc. C'est quoi la genèse de Popcorn? Disons que c'est... alors j'ai fait 2 ans de 2017 à 2019 sur Énergie où j'animais donc le dimanche soir, c'était Domingo Radio Stream de 20h à minuit. Et ça a fait partie justement de la genèse, l'envie en fait, encore une fois, comme je te disais, je me suis beaucoup servi du jeu vidéo comme support. Et de plus en plus les gens, on est là aussi dans un podcast, veulent entendre les autres parler, veulent entendre les avis des gens en fait sur différents sujets. Et... disons que sur Énergie, le modèle n'était pas bon. On a amené Énergie à streamer. Donc ça, c'était quand même cool parce que depuis, on voit pas mal de radios qui se sont mis justement à se dire, OK, est-ce que ça serait pas intéressant de faire un 2 en 1 au final, etc. Donc ça, on l'a amené. Sauf que
le modèle même d'une musicale, c'est pas de leur faute, c'est leur modèle à eux, quoi. C'est plus moi qui convient pas trop, qui rentre pas trop dans ce moule-là. Bah forcément, quand tu as l'habitude de pouvoir faire des streams de 4-5 heures où tu vas parler, jouer, faire absolument ce que tu veux, le moment où tu es très timé, tu vas parler 5 minutes, mettre une musique, une pub, reparler 5 minutes et tout, au bout d'un moment, moi, c'était un peu compliqué et on s'est dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un modèle de talk show, de discussion, un peu comme on faisait sur Énergie, mais nous-mêmes, sur notre chaîne Twitch, où on crée justement un plateau de toutes pièces. Et voilà, on va aborder nos propres sujets. L'émission, elle dure 2 heures, mais parfois, elle dure 2h45. Enfin, il n'y a pas de... On a cette chance et cette liberté. Et c'est là aussi, justement, où... toute la beauté du stream, du live stream en tout cas, pardon, même là c'est pas du stream parce qu'en l'occurrence c'est enregistré, c'est pas en live, mais t'as aucune Popcorn. Ah si, c'est en live. Si, pardon, donc c'est en live, c'est en stream, et donc tu fais ce que tu veux en termes ouais, de c'est ça en fait. Et tu vois ça par exemple, tu en parlais d'indépendance, de liberté et tout ça, c'est des trucs qui justement me plaisent, de liberté dans le contenu. Tu vois, liberté dans le contenu, etc. De pouvoir faire ce que je veux. On n'est pas limité, on peut avoir qui on veut comme invité. Donc ça a été un peu ça la genèse, puis on y allait quoi, on a trouvé le nom Popcorn, on s'est dit allez ça part, donc toute mon équipe fait la DA, de savoir justement qu'est-ce qu'on allait mettre dans l'émission, avec qui, quels invités, etc. Puis ensuite c'est toutes les semaines, tous les mardis, là on va démarrer la 3e saison, on a la chance que vraiment ça soit un gros carton et qu'il y avait un besoin aussi des gens de Twitch, encore une fois ça a peut-être mûri, les gens ont envie aussi de... Disons que c'est compliqué de pouvoir se réunir, se rassembler autour d'un mec qui va jouer aux jeux vidéo. Là où, par exemple, je sais que j'ai énormément de mecs qui me disent j'ai mis ma copine à Twitch, on regarde Popcorn ensemble. Ce qui est aussi une bonne porte d'entrée parce que concrètement, dans l'émission, on va parler de sujets qui vont intéresser les jeunes. On va parler, par exemple, d'actualité autour d'Internet, oui, c'est pas une émission autour de jeux vidéo. Mais on va pas parler que de jeux vidéo, on parle de plein de choses, exactement. Et il y a beaucoup d'actu qui tournent autour d'Internet. Donc voilà, après, dans notre ligne édito, on essaye de se dire aussi... si tous les médias parlent d'un sujet, quelle valeur ajoutée on va avoir, quelle plus-value on va avoir à parler du même sujet, alors qu'on n'a pas une équipe de journalistes. Donc on essaye d'avoir justement des angles qui sont parfois différents, des sujets qui sont aussi nouveaux et pas forcément abordés... Il n'y a pas de journaliste dans on a un rédacteur en chef qui est journaliste, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas une équipe de 10 journalistes qui bossent des sujets où tout d'un coup, là, à la rentrée, on va parler, Afghanistan, qu'est-ce qui se passe, c'est ça, quoi. Voilà. Je suis en mode, je pense que France Info le fera mieux que nous, et c'est important aussi, à des moments, je pense, de se dire que on sait pas faire ou d'autres font peut-être mieux sur certains sujets, quoi. Il y en a d'autres où on a parlé de vraiment beaucoup de choses, mais oui, parce que tu as eu vraiment plein d'invités, que ce soit Samuel Etienne, que ce soit des streamers, que ce soit des rappeurs, Big Flo et Oli. Là, on est content parce que 2e saison, on a eu et c'était ça qui était intéressant. On a vu un peu justement cette création un peu pas du nouveau média, mais qu'on commence à se faire une place dans les médias, parce qu'on a eu Thomas Pesquet avant qu'il parte dans l'ISS, on a eu Alexandre Astier, c'est des émissions qui ont fait plus de 100 000 viewers. C'est quoi les chiffres de Popcorn en moyenne? Parce que là, 100 000 viewers, donc c'est en live, ouais. C'est pas en cumulé avec tout le replay. D'ailleurs, je sais même pas si ton replay marche bien, tu pourras nous le dire, mais c'est quoi grosso modo les chiffres de Popcorn pour qu'on puisse situer par rapport en live pur, donc du coup, il va y avoir là, Astier par exemple, on était monté à 120 000, ce qui est vraiment beaucoup pour Twitch. Sinon, ça va tourner en moyenne vers 60, aller entre 50 et 70, 80 000. Ce qui est beaucoup, ce qui fait sur la soirée, justement, un nombre de gens qui passent en vue cumulée à peu près de 800 000 personnes environ. Comment est-ce que tu t'arrives à ces 800 000 en cumulant? C'est par des tranches ou c'est les gens qui... Il y a beaucoup de gens qui passent par curiosité. Comme on dit, des visiteurs uniques, par exemple, sur Internet, quoi. Donc toi, tu sais, en fait, tu as cette stat par Twitch de dire, t'as les mecs en live, de X milliers de personnes, et par contre, tu as la stat en cumulé unique. C'est ça. Twitch, en fait, le souci alors c'est pas le souci de Twitch, mais d'un point de vue extérieur, en fait, c'est que en live pur, c'est très accurate. C'est-à-dire que moi, j'ai le compteur de viewers, je le vois monter, je le vois baisser. Donc, tu sais en temps réel que, tiens, on est 65 000, boum, il y a Thomas Pesquet qui arrive, 75 000. Tu vois les gens monter, donc tu as tout de suite ce rapport, et c'est très honnête, là où... je suis pas là pour remettre en question tous les modèles de plateforme. C'est ça, de plateforme et même de télévision, d'audience, etc., de comptabilisation. Mais tu sais, du coup, de facto, ce qui se passe. Ensuite, donc, on balance tout ça sur notre chaîne YouTube. Donc, Popcorn Talk Show, qui a un peu plus de 250 000 abonnés. Où concrètement, sur Popcorn, on va couper en fait en petites séquences de 15-20 minutes de pastilles avec juste l'invité, un sujet qu'on va traiter, etc. Qui là, on tourne à peu près sur 4-5 millions de vues par mois environ. Donc c'est bien parce que c'est tout nouveau
Et on arrive justement en restant qualitatif, c'est-à-dire que c'est important pour nous, on sort pas 30 vidéos juste pour sortir des vidéos, pour faire augmenter les chiffres. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait envie justement d'avoir cette image juste qualitative où tu vas tomber sur la vidéo, des consommations différentes aussi. Tu peux te mettre le replay intégral, tu peux juste avoir envie d'écouter l'interview d'Astier. Bon, c'est rien de révolutionnaire, hein. C'est-à-dire que c'est du découpage, mais ce qui commence de plus en plus justement à nous mettre dans cette position de... on touche beaucoup de gens, quoi. On touche beaucoup de gens et sur Twitch, on est la première émission... même monde, parce que sur Twitch, genre les Américains et tout, c'est pas trop leur truc de faire des talk shows sur Twitch. Ils laissent ça à la télé, c'est marrant. Ouais, pourquoi tu penses? Parce que... Nous, on est à part, les Français. Hein. Personne n'avait fait... l'utilisation des Français de Twitch Ou est-ce que tu parles de Popcorn particulièrement? Non, les Français sur Twitch, on est une des communautés les plus actives dans le monde. Le modèle de web télé, ça avait existé quasiment nulle part. Je crois en Allemagne, ils avaient testé, mais sinon, on était les seuls à avoir fait ça. Les Américains, ils sont vraiment en mode, c'est du gaming. Ils ont commencé à faire un peu plus de discussions, un peu de podcast, à se dire, OK, on peut peut-être le mettre en live et tout. Mais sinon, c'était vraiment un gamer est un gamer. Ouais. Il va faire du gaming. Ninja, qui était le mec le plus connu sur Fortnite, etc., on l'amène sur Times Square, il va faire une danse Fortnite. Donc, tu vois, c'est vraiment fais ton truc. Ouais, et associé au truc. Et là où nous, on peut avoir quand même plus de casquettes, etc. Mais du coup, non, honnêtement, on est vraiment content et ça progresse de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui ont envie aussi de passer dans Popcorn parce que on a eu par exemple Clément Viktorovitch qui était passé nous voir. Et il a adoré parce que c'est aussi un temps de parole, une liberté, que ça soit dans les interviews, etc., qui est très différente de la télévision. On n'a pas de temps. C'est-à-dire que on n'est pas en radio où merde, je dois lancer une pub, excuse-moi Alexandre Astier, je dois te couper. Non, c'est-à-dire que l'interview, si elle dure 50 minutes, si le mec est à l'aise et qu'on est en train de discuter de sujets intéressants, on y va. Et ça, c'est vraiment dans votre ADN, ou tu le dis à l'invité, ou en fait, vous regardez limite même pas le timer, c'est une discussion. C'est une discussion qui... nous, on aimerait idéalement ne pas être dans un monde de promo, c'est-à-dire juste avoir un invité pour avoir un invité. La réalité fait que les gens viennent... Il y a une actualité. Il y a une actualité, etc. Mais on veut pas tomber non plus dans... On invite quelqu'un juste pour sa promo. Oui, donc si tu intéresse pas. T'essayes quand même de creuser, et c'est pas juste pour parler de la sortie du film, mais c'est parler de lui, un peu de science. Découvrez sur la chaîne Popcorn. Tapez Alexandre Astier Popcorn, la vidéo a super bien marché, mais aussi, je pense, parce que voilà, c'est plus un entretien de discussion où on est 4. Il y a moi dans Popcorn et j'ai 3 chroniqueurs qui tournent, qui sont des personnalités de YouTube, de Twitch, des gens qui sont intéressés, quoi. C'est un peu l'idée, et qui vont chacun avoir leurs questions, et ça amène souvent des discussions qui sont assez passionnantes. Et c'est ça, moi, en tout cas, que j'aime faire, et je pense que les gens aiment regarder pour ça aussi, de pas se dire, trop bien, on a eu Alexandre Astier pendant 9 minutes. Tel que je l'ai vu limite dans le 20h, dans le JT de 20h, où il vient parler du film. Et du coup, c'est un peu à part, et on a parlé d'univers, on a parlé justement de sa vision sur les choses à ce sujet, où il est passionnant. Il est passionnant sur tous ces sujets-là. Astier, c'est un bonhomme là-dessus. Ouais, c'est clair, non, ça c'est très cool, la séquence est très bien, donc allez voir sur Popcorn. Je reviens sur le business model de Popcorn, c'est uniquement du sponsoring, de la pub. De manière assez classique sur Twitch, parce que c'est le modèle prépondérant, où vraiment on a donc des espaces de sponsors, où on va avoir des intégrations de marques au début des émissions, donc du billboard classique. On a justement en haut à gauche, nous on n'a pas une chaîne, mais on va avoir justement nos logos de sponsors qui vont tourner. Et encore une fois, le but, nous on met vraiment la barre très très haute sur... Le but, c'est que ça plaise aux viewers. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait... L'émission ou le sponsoring? L'émission, ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que si une marque vient nous voir en nous demandant une intégration, que ça soit édito ou autre, en fait, on va pas accepter, parce que je vais pas commencer à... on va avoir Samsung en sponsor. Je vais pas commencer à faire des actus qui sont biaisés, ou ne pas parler d'iPhone dans mes actus s'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que... du coup, on a par exemple le Rewind de Twitch, qui est toutes les semaines, en gros, ce qui s'est passé sur Twitch, de un peu marrant, etc. C'est 5 minutes par semaine, pareil, environ, ça fait 300 000 vues sur YouTube, toutes les semaines, ce qui est un beau carton qu'on balance aussi sur Snap et tout. Et en fait, on a donc du coup un générique qui est un peu iconique, parce que les gens l'adorent, ou... Il y a un streamer qui chante par-dessus, etc. Enfin bon, c'est à voir. C'est un monde, hein. On vous a prévenu, c'est un monde à part. Et en fait, du coup, à chaque fois, on essaye de le customiser avec la marque qu'on intègre dedans. Et les gens adorent. Et c'est de l'intégration qui est cool. Le produit, justement, est mis en valeur.
Et nous, ouais, notre but, c'est justement que la marque soit contente, que le public soit content et soit pas gêné. Et ça a jamais été le cas. Et le public aussi se rend bien compte que sur Twitch, c'est gratuit. Faut avoir internet, etc. Et voilà. Mais c'est entièrement gratuit pour regarder l'émission. Et ils savent que c'est des coûts, en fait, et qu'on essaye justement de faire de mieux en mieux, d'améliorer la qualité de production, des belles images, beaux invités, un beau studio. Et du coup, ils sont pas du tout gênés, justement, si ça ne nuit pas à la qualité de l'émission, d'avoir des sponsors, parce qu'ils savent que c'est ça qui va faire vivre l'émission. Ouais, bien sûr, si t'es transparent là-dessus, qu'ils savent que c'est gratuit et que c'est pas que du native, enfin pas du native advertising, en tout cas où t'es pas biaisé dans ta ligne éditoriale, que tu fasses ce que tu veux. Je pense que les gens ils ont un peu l'habitude, tant que ça devient pas non plus un sapin de Noël, ton affichage, exactement, etc. c'est tout le truc, et c'est ce sur quoi on se bat beaucoup justement pour trouver ce juste milieu où et honnêtement on est content parce que on a la chance quand même que les marques se battent pas mal pour nous, donc on est dans cette position. Bravo, de pouvoir... c'est c'est cool, une sorte de reconnaissance de la qualité du travail. C'est cool, même si c'est encore très nouveau, donc il y en a beaucoup justement qui osent pas et qui sont encore très non, je vais préférer, je vais aller mettre mon budget sur la télé dans le métro. Je vais tout dans le métro. Ouais. Mais c'est normal, c'est le début aussi. Et pour revenir, désolé, je fais plein de sauts. Non, mais c'est t'inquiète. Mais c'est l'avantage, c'est pareil. Hein, dans le podcast, je suis pas limité par le temps, donc tu peux. on peux y papote. aller. Exactement. Mais du coup, il y a aussi un gros travail de évangélisation, on va dire, de juste expliquer un peu ce que c'est concrètement. T'as l'impression d'avoir ce rôle-là aussi un peu dans le marché. Je rencontre pas mal de marques justement où le but, c'est de leur expliquer. C'est normal. Quand on connaît pas, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que vraiment tout intérêt à le faire. Enfin, quelque part, ton métier, tu l'aimes, et puis deux, plus t'évangélises, plus les marques mettront de budget et tout le monde en bénéficiera, dont toi. Donc en fait, c'est ça. Avec les bons codes, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi des actions, on va dire, qui sont moins bien passées. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi ce truc de savoir-faire et que justement, petit à petit, en production, création de contenu, on se développe plus là-dedans, et aussi un peu en conseil. C'est un peu ce que la Paprod, là où on se développe, où avant c'était tout tourné vers moi, mes projets, etc. Ça, on continue parce qu'on sait le faire et c'est ce que j'aime. Mais à côté, on est en mode, ok, apparemment tout le monde veut s'y mettre. Donc, comment on va organiser les choses? Nous, on a les clés pour savoir comment bien le faire, quoi. Et c'est assez intéressant. C'est un autre job, mais que j'aime bien aussi. Ouais, j'imagine. Donc ça, c'est toi qui le gères un peu aussi en direct avec mon associé, aussi qui et Webedia. Ouais. Quelque part aussi qui t'aide sur ces contrats. Disons que beaucoup ils vont avoir cette entrée justement de marques qui viennent les voir avec les marques pour exactement. Des budgets, ils viennent les voir et donc quelque part ils peuvent aussi réorienter les marques, les bons budgets, les bonnes OP. C'est ça. Mais nous c'est aussi notre travail de dire il y a un moment, c'est normal que des commerciaux qui que ce soit ne sachent pas exactement trouver l'idée, le concept qui va faire que quand tu as un budget de 150 000 €, c'est une connerie, tu vas pouvoir faire le meilleur truc sur Twitch, parce que le commercial il est capable de le vendre, mais il va peut-être pas avoir l'idée pure, quoi. Et en fait, des gens qui connaissent Twitch au point de pouvoir créer les émissions, etc., tu te rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est quand même très récent. Il y a beaucoup plus de gens qui sont en test, qui font leurs propres tests, que vraiment ont leur expérience. Donc nous, c'est le but justement de dire, ok, non, ça va être nul. Ça, les gars, faut arrêter. C'est-à-dire que vraiment la croisée des chemins. C'est bien que sur PowerPoint, ça, les gars. C'est-à-dire que ça ne peut pas être bien dans la vraie vie. Sur un live, ça va être terrible. Et c'est ce truc-là, qu'on essaye d'amener de plus en plus. Ouais. T'es à la croisée des chemins de la connaissance des codes de ces plateformes et du réalisme business, quoi. Ce qui est possible de faire, qu'est-ce que tu auras comme ROI, qu'est-ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, quoi. Exactement. C'est beau, ça, c'est un beau rôle quand même, c'est important. Juste sur l'organisation, la préparation des émissions, donc tes chroniqueurs, alors désolé, je suis très business et très curieux. T'inquiète. Eux sont payés, c'est des espèces de piges quelque part, ils ont des statuts de pigistes et ils prennent en fonction de l'heure ou l'émission, c'est ça? C'est ça, en fait c'est quasiment tous des streamers, youtubeurs, donc ils ont tous soit une boîte, soit un entrepreneur, etc. Et en fait on a des deals, tu trouves en fonction. C'est ça. On a des cachets, ensuite en fonction des OP, il y a des moments justement en fonction de l'implication, du coup ils vont pouvoir être rémunérés plus s'ils ont implication, etc. Donc on a tout un truc justement pour trouver parce que c'est vrai que ça coûte pas mal d'argent, donc là on commence à trouver justement une rentabilité à tout ça, etc. Là sur cette troisième saison, on est super content. T'étais pas rentable sur les saisons précédentes? La deuxième si, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens, comme on dit, on fait du live, donc du coup avec pas mal de gens en technique aussi. Le live coûte cher quand même, c'est quand même un des
pas pour rien que la télé en fait beaucoup moins. Ça on pourra en parler. Non, mais vas-y, effectivement, parce qu'on a l'impression justement que le live, est-ce qu'il y a live et live? Streamer, c'est du live, ça coûte rien. Je veux dire, tu branches ton ordi. Maintenant, il faut du matos chez soi. Mais non, mais plus sérieusement, oui, c'est-à-dire que n'importe qui peut stream. Ensuite, t'as la qualité que t'as, tu peux améliorer. Et là, toi, tu parles vraiment d'un live plateau, un vrai plateau, quoi. Ah ouais, avec, c'est ça. Avec réalisateur, d'éclairage, multicaméra, etc. C'est du professionnel, chef-op, directeur photo, etc. Donc forcément, il y a pas mal de gens derrière. En préparation aussi, j'ai du monteur, j'ai du graphiste. Justement, il y a Florent, donc qui est rédac chef. Donc il y a pas mal de métiers justement qui sont là-dedans. Et c'est vrai qu'au total, ça a quand même un prix, même le décor, tout ça. C'est un sacré investissement quand même. Ouais, disons qu'au début, fallait y croire et c'était. Mais tu vois, typiquement, Obédia, on leur a dit, ça c'est ma nouvelle idée, on y va, ça va marcher, ils me font confiance, ils y vont. Donc c'est ça aussi, tu vois, pour revenir sur le côté indépendance, liberté. Ouais. T'as suffisamment prouvé pour maintenant dire voilà, on t'écoute, on te suit et on te fait confiance. C'est pas dans mon intérêt de me dire allez, je fais un truc, on va droit dans le mur et du coup non, c'est ça, c'est il y a une confiance réciproque qui est assez plaisante, ouais. Et du coup, non, c'est clair que c'est un coup, mais je suis trop content de le faire. C'est trop bien, et je pense que c'est un peu prétentieux, mais ça apporte aussi à la plateforme, et je pense que ça la tire vers le haut, ça donne des idées à des gens, même si le modèle, encore une fois, hein, là, moi, c'est le modèle que j'ai choisi parce que c'est ce qui me plaît, de faire des gros événements, je fais pas mal de trucs dans le sport aussi et tout. Ouais, je voulais y venir. Il y a des streamers qui juste streament, diffusent du contenu sur leur chaîne, jouent à des jeux vidéo, font que ça, et c'est très bien. C'est-à-dire que c'est pas, y a pas une classification où du coup moi je suis au-dessus parce que je fais de la prod qui pourrait s'avérer ressembler un peu à de la télé haute. C'est juste en fonction des envies, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, en fait, t'as plein de personnalités qui proposent plein de choses différentes en fonction de qui elles sont. Et ça c'est assez cool du coup, tu vois, ce truc-là de tout le monde se dit pas là, putain merde, faut faire le popcorn 2.0 quoi. Qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais faire? Non, un mec comme Zerator, il fait des compétitions de jeux. Un mec comme Gotaga, il est justement très e-sport, hein, pas e-sport, mais gaming avec des invités et tout. Chacun amène sa touche, quoi. Ce qui fait que c'est vraiment, on a beaucoup de chance en France sur Twitch, justement, parce qu'il y a du contenu très varié. Ouais, ça c'est intéressant. Et on parlera de Twitch après, parce que j'ai évidemment plein de questions là-dessus. Mais tu parlais du sport, effectivement, pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais pas si tu considères ça comme ton sweet spot ou si tu as trouvé quelque chose d'un peu différent, mais c'est vrai que tu as lancé pas mal d'opérations autour du sport. Et donc là, pas l'e-sport, le vrai sport dans la vie réelle, l'échappée. Alors peut-être tu peux raconter l'échappée, parce que j'ai trouvé ce format très très cool. Je sais pas si ça doit exister ailleurs ou pas, mais non, on essaye d'innover quoi. En France. Non, mais après c'est rien non plus de fou, mais je suis trop content parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. L'échappée, concrètement, c'est du cyclisme, hein. C'est tant qu'à faire, tant qu'à trouver le nom. Ou concrètement, en fait, pour l'instant, il y a eu 2 éditions. Je mets donc 8 streamers, youtubeurs, influenceurs en gros, à vélo. Je les mets donc du coup dans un studio sur Zwift, qui est donc un simulateur justement de course qui est très précis, avec une île, etc. Enfin, c'est avec un parcours, etc. Et c'est une course. Ouais. Et ensuite, c'est parti pour la course. La première édition, donc je commentais avec mon pote David Godu, qui est aussi un gros crack du cyclisme, donc et qui est aussi un mec qui suit énormément Twitch. Donc j'aime bien faire ces ponts-là. Les connexions entre les mondes. C'est ça, les connexions naturelles, quoi, au final. Et où tout le monde est juste content d'être là et tout le monde se donne à fond. Et donc la première édition, c'était Michou qui avait gagné, qui avait bien plombé tout le monde, qui est un youtubeur de 19 ou 20 ans, mais qui a 5 ou 6 millions d'abonnés. Ce qui est marrant, c'est tous ces noms. Alors moi, je les ai découverts parce que en préparant l'épisode, j'en connais certains, les Gotaga, les gros, toi, je te connaissais. Mais en fait, il y a des espèces de stars que je dis on, alors je sais pas qui je représente en disant on, tu vois peut-être les gens plus âgés, mais qui sont des vraies stars qu'on connaît pas et qui sont... Michou, ça y est, là, maintenant, avant, on pouvait ne pas le considérer comme une star, maintenant, il fait danse avec les stars, là, ça y est, il a été validé... là, t'es validé par le broadcast, la télévision, c'est non, mais c'est les nouvelles générations, ouais, Michou, Inox, qui en plus sont 2 gars super, qui... juste vivent leur meilleure vie, quoi. Et ils le partagent sur YouTube et ils font des millions de vues, etc. Et c'est quand même beaucoup ce que tu dis, que le plaisir, quoi. Il y a pas de... C'est que ça. Mais c'est... Disons qu'il y a quand même plus de contenu
que les Instagrammeurs, je vais dire, c'est un peu jugé. Je veux pas mettre tout le monde dans le même je vois sac, ce que tu veux dire, mais il y a que quand même l'influenceur basique, juste qui prend avec du montage, avec de l'habillage, du concept quoi, du concept ouais. qui parfois peut être simpliste, mais qui au final se retrouve divertissant, etc. Et par leur personnalité aussi, par le fait que un mec comme Inoxtag est hyper drôle et c'est le très bon pote de Michou. Il a aussi 3 ou 4 millions d'abonnés, je crois. Mais donc du coup, pour revenir à l'échappée, donc 8 streamers qui juste se la mettent sur une course à vélo quoi, et ils donnent tout ce qu'ils ont et honnêtement c'est trop bien. La première édition on a fait plus de 200 000 viewers, donc je crois que la vidéo YouTube a 1 million ou je sais plus combien, donc non, grosse réussite, très content parce que ça fait longtemps que je voulais le faire, justement de pousser en fait les streamers à faire du sport, justement à un peu pas casser les codes, mais montrer aussi que Twitch, on n'est pas là que allez, c'est e-sport, on fait que du jeu vidéo, on connaît pas le sport. De plus en plus, tout ça s'est pété. Moi, j'avais fait justement le semi-marathon en 2019 que j'avais diffusé. J'avais organisé des fives, donc du coup de foot entre différentes équipes de Twitch, etc. Donc j'ai un peu cette envie de mettre les gens au sport. J'aime bien aussi l'idée de voir des gens qui sont pas dans leur milieu. C'est-à-dire que c'est intéressant. Je pense que ça marcherait bien à la télé, on le fait pas trop. Un mec comme Arthur par exemple. C'est marrant, je pensais à Arthur avec son espèce de enfin je connais plus le nom. Les touristes, hein, un truc comme ça, non, où il met les gens dans une maison où elle est un peu de travers. C'est vendredi, tout est permis, ça, ouais. Ça. Avec le décor penché. C'est un peu le concept, en tout cas, de prendre des mecs, de les sortir de leur truc. C'est ça, tu vois. Et là, c'est très divertissement et tout, mais c'est vrai que sur du sport basique, tu peux rendre le truc divertissant, justement, de savoir, faut trouver les bons castings pour équilibrer un peu tout le truc. Mais tu vois, Koh-Lanta, typiquement, c'est pas des personnalités, mais tu fais un Koh-Lanta qu'avec des mecs connus, je crois qu'il l'avait fait une fois. Bon, c'est marrant de voir comment les gens se débrouillent, quoi. Exactement. Et donc, du coup, grosse réussite pour l'échapper. On a fait une deuxième édition aussi qui a cartonné. Il y a la troisième qui arrivera en fin d'année. Et voilà, le but, c'est justement de sortir les gens avec cette valeur aussi de sport où les streamers, les gamers sont parfois pas les plus sportifs, même s'il y en a quand même beaucoup. Hein. Faut pas tomber dans le cliché. Mais du coup, c'est bien de leur redonner envie. J'avais fait un autre événement qui s'appelait le Big Nine avec Adidas. C'était pour l'événement Run for the Ocean, où du coup, j'avais invité plein de gens. Le but était de courir 9 km, d'amener sa pierre à l'édifice. Et il y a des mecs qui n'avaient pas fait de sport depuis un bail. Mais ils ont fini, ils sont allés au bout d'eux-mêmes et tout. Et ça te transcende, et ça aussi, ça a fait plus de 100 000 personnes. Je reviens sur le côté business. Alors, donc, tu as Adidas comme sponsor là-dessus. Ouais. Est-ce que le côté sport, tu sens qu'il y a un vrai créneau là-dessus? Est-ce que c'est plus facilement vendable auprès de sponsors? Ou est-ce que toi, c'est par kiff? C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, ça fait longtemps que je fais du sport. J'ai beaucoup galéré à trouver des sponsors. J'étais content qu'Adidas soit justement dans cette logique de se dire mais attends, mais il y a un créneau de fou sur Twitch. On peut peut-être faire quelque chose. Et que justement, on ait réussi à les convaincre de partir avec nous dans cette aventure. Mais c'est plus dur que d'aller chercher un sponsor gaming, par exemple. Ouais, parce que tout ce qui va être on va dire non endémique, il y a plus besoin encore une fois d'évangéliser tout ce qu'on fait. Mais mais là je pense que Adidas ils ont compris. Ouais, ils ont compris, ils sont contents, et ça les met aussi dans un positionnement où c'est les seuls sur une plateforme où toutes les marques veulent être, etc. Il y a Adidas qui fait des trucs. Puma s'y est pas mis. Nike avait essayé, mais c'est les boss, ils s'en foutent. Ils sont en mode juste on est numéro 1, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc ils s'y sont mis, et encore une fois de la bonne manière, pas juste en disant ok on est Adidas, qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'accompagnement, c'est du suivi, et moi maintenant ils sont sur tous mes projets et je suis très fier de les avoir à mes côtés. Pareil, liberté de ton, tu fais ce que tu veux comme type d'événement, ils vont te... C'est ça. C'est vraiment... Là, tu leur dis, tiens, je veux faire l'échappée, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. C'est exactement ça. Je propose justement les différents concepts que j'ai. Forcément, ils ont des sports phares, moins phares. Typiquement, l'échappée, ils me soutiennent parce que ça fait partie aussi d'une strate globale de m'accompagner. Et c'est ça qui est cool aussi. Le cyclisme, c'est pas leur vente numéro 1 Adidas, non, tu vois. Clairement. Mais ils sont en mode, ok, vas-y, fais ton truc. Ça reste un sport hyper populaire dans le bon sens du terme, le cyclisme. C'est énormément suivi, mais c'est pas la marque auquel tu penses. Ils vendent Cuissard, ils vendent des trucs, etc. Mais c'est pas leur focus. Tu penses Adidas, tu te dis pas cyclisme, quoi, tu vois. Non. Mais running, par exemple, c'est un truc où c'était très intéressant. Et encore une fois, en fait, on entend tout le temps parler d'histoire. Il faut écrire une belle histoire, machin. Le marketing, ça c'est la vie des marketeurs, ça. Storytelling. Toujours, il faut écrire de l'histoire.
Parce que c'est pas si simple d'en écrire une qui a du sens et qui va vraiment taper les gens. Et typiquement, Adidas, ça a été... moi, je m'étais fait une double entorse, en fait, qui m'avait totalement fait arrêter le sport après le semi-marathon, après avoir organisé les 5 et tout. Et en fait, cette année, du coup... le but, c'était, moi, j'avais personnellement envie de me remettre au sport, de reproposer des choses, et j'en avais marre, quoi, d'être le mec blessé. Je refusais tous les trucs, même avec mes potes. Et je leur ai dit, bah vas-y, venez ensemble. On a commencé l'année où l'objectif, c'était de faire de base un semi-marathon. Le semi-marathon a été annulé avec le Covid. On a réussi à twister le truc. Ça, c'était mon gros objectif en mars, tu vois. Donc, il y avait toute la préparation et tout, ce qui fait qu'il y a plein de gens, eux, c'est ce qu'ils appellent le bac... pas back to school, mais le début, enfin en janvier, quoi. Donc après les fêtes, les gens se remettent au sport, quoi. Back to sport, peut-être. Peut-être que c'est ça le terme. Et donc du coup, tout le monde a été chaud. Plein de gens de ma communauté se sont dit, ok, vas-y, on est parti, on fait du sport, let's go, c'est trop bien. Donc ta communauté, elle suit à fond là-dessus. C'est pas un virage, mais en tout cas, c'est une branche, une nouvelle branche, diversification un petit peu dans le type de disons qu'il y a les sportifs qui sont déjà là, il y a ceux qui s'y mettent et qui justement se disent, ok, vas-y, tu m'as trop motivé et tout. Et honnêtement, c'est les meilleurs messages. Parce que c'est là, c'est un impact très positif. C'est pas juste du plaisir de regarder du bon contenu. Prenez des valeurs, c'est beau, mais les voir justement prendre vie et vraiment chez les gens. Avoir un petit impact. Ouais, c'est ça. Juste, les gens sont heureux. Putain, tu m'as trop motivé à refaire du sport. Je suis trop content. Là, je vais faire un semi, là, machin. Juste, je faisais pas de sport. Là, j'ai perdu du poids et tout. C'est trop bien. C'est-à-dire que dans ce monde où c'est quand même, en plus, la Covid et tout, c'était quand même bien la merde. Excusez-moi du terme. On est content de juste se dire, ok, j'ai apporté un peu de bonheur à des gens. Juste, vas-y, votre vie est peut-être un peu mieux grâce à moi, let's go, c'est trop bien. Et du coup, pour finir, on devait faire semi-marathon, Covid, donc mort. Ouais. Et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme concept qui est intéressant ? On est allé donc du coup sur les plages de Normandie, où on s'est dit, en fait, je vais courir 19,44 km. Et donc du coup, on a fait les plages du débarquement, donc en 1944, 2019. Tu l'as. Bien sûr, malin. Marketing. Mais non, mais du coup là-dessus, on a eu justement un streamer qui s'appelle Rivenzi, qui est passionné d'histoire, qui a eu un master en histoire, etc., qui, en plus du commentary qui était plutôt axé fun, etc., de temps en temps, il nous faisait des petits points historiques et on a réussi à mêler sport, histoire, justement, l'histoire de la France, quand même, quoi, de ce qui s'est passé au débarquement, sur les endroits que tu vois avec des petits plans drone et tout. Et pareil, ça avait super bien marché. Alors que ça a fait plus de 60 000 viewers, la rediff, à chaque fois je te sors tous les stats. Parce que non, mais c'est intéressant justement pour quantifier un peu. Exactement. Et c'était trop intéressant de se dire que voir un mec courir, avec de l'histoire en plus, techniquement les gens sont pas en mode let's go, je veux voir ça, je prends ma journée, je veux le voir. Et au final, ça réussit bien. Donc c'est cool aussi d'essayer d'amener ces petites nouveautés. Et petit à petit, du coup, l'histoire a continué à s'écrire avec Adidas. Et là encore une fois, mais c'est que du storytelling. Là, du coup, je vais faire le marathon de Paris. En octobre. Le 17 octobre, tout à fait. T'es prêt ? Je me donne. Je me donne parce que l'objectif, c'est de le faire en moins de 4 heures. Et en fait, le marathon de Paris, je m'étais engagé au The Event, donc, qui est un événement annuel caritatif organisé par Zerator. Est-ce que tu t'étais bien investi là-dedans ? Ouais, c'est un truc qui est trop bien aussi. C'est-à-dire que tous les ans, donc du coup, il y a à peu près une 50aine de streamers. Pendant un week-end, on va streamer quasiment non-stop. Souvent, tu streames 35-40 heures sur les 50, quoi. Et le but, c'est de récolter le maximum de dons. Une sorte de téléthon fait par les streamers. C'est ça, exactement. On l'avait fait, on l'a fait pour la Croix-Rouge, on l'a fait pour Médecins sans frontières. L'an dernier, on a récolté quand même 5,7 millions en un week-end pour Amnesty International. Donc c'était la folie. Et il y a 2 ans, en fait, chacun a des cagnottes perso, en gros, où le but, rien nous revient, je précise juste, c'est pas cagnotte perso, mais en fait, le but, c'est de se fixer des objectifs, ce qui fait que les gens vont donner à différents paliers, en fait. Et donc, du coup, par exemple, pour 50 000 euros, je vais faire ça. Pour 100 000 euros, il y a 3 ans, on s'était tous rasé la tête parce qu'on avait atteint 2 millions d'euros. Ouais. Donc, les gens étaient en mode, OK, vas-y, je veux voir ça, donc je donne. Donc, c'est un peu le truc où on se met dans une position parfois délicate. Il faut que ça ait des limites quand même. Le but n'est pas que ce soit ridicule, c'est ça. Machin. Que ça soit humiliant et tout, c'est pas ça. Et là, justement, il y a 2 ans, moi, j'avais mis donc à 150 000 euros sur mon stream que justement, j'allais courir le marathon de Paris. Et du coup, Covid, ça n'a pas pu être possible. Ça n'a pas été possible. Donc, c'est le moment de le faire. Et donc, tu avais récolté sur un week-end 150 000 euros sur ta chaîne. Ouais, un peu plus. J'ai plus le chiffre exact. Mais ouais, un peu plus. Les gamers ont un gros cœur, quand même. C'est assez. Nous, les streamers, on se donne à fond. Et c'est un week-end qui est assez particulier, souvent le The Event, parce qu'il y a un truc de communion où les gens passent des moments. C'est assez émouvant de voir justement la mobilisation. Et de se rendre compte que c'est pas juste des chiffres, etc., mais que c'est des gens, quoi, derrière qui se donnent. Tout le monde met la main à la pâte. Et ouais, c'est vraiment
C'est vraiment The Event, c'est top à faire, à vivre, etc. C'est génial et je tenais juste à dire bon bah je vous fais pas des promesses en l'air. Donc tu vas faire ton marathon et c'est ça. Et t'en profites pour ça va bombarde. Pour faire un événement, etc. Bah pour le mettre en live, pour justement le faire vivre et me fixer aussi l'objectif moins de 4 heures où faut cavaler. Ouais, faut cavaler. Bonne préparation d'ici là. Merci. Et puis on suivra ça évidemment. Je voulais revenir rapidement sur les plateformes. Pardon, je parle beaucoup peut-être. Non, et encore une fois, je suis pas limité par le temps, donc il y a pas de souci. On voit quand même que les médias traditionnels, il y a un engouement. En tout cas, on en parle. Tu vois, il y a plein de marques arrivent sur Twitch, des marques plutôt des médias. Tu parlais du live tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de live à la télé. Donc et ce côté live, on le retrouve sur les réseaux parce que j'imagine que quand il y a un live, il y a plus d'happening, il y a plus de c'est authentique, clash. quoi. C'est authentique. Je pense que c'est ça le truc que les gens cherchent aussi, c'est t'as à peu près 5 secondes de délai sur Twitch. Donc il se passe des choses, t'es avec la personne. Tu vois, t'es avec la personne, tu vis le moment présent, quoi, sans que les gens soient en mode, ok, est-ce qu'il va se passer une dinguerie mais juste, je pense que c'est aussi le propre de la plateforme, c'est la connexion, la proximité, et ce côté authentique où tu vas rebondir justement sur le chat, sur les différents trucs qui se disent, etc. Et t'es pas seul face à la caméra, tu vois. Sinon, tu fais des vidéos YouTube, quoi. Sinon, c'est autre chose. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, pour toi, le live, en fait, n'a de sens que s'il y a des interactions avec la communauté. Tout dépend, parce que tu vois, typiquement Popcorn, quand on commence à être 100 000, c'est aussi les limites de l'interaction. C'est-à-dire que quand tu commences à être vraiment très très nombreux, c'est trop, en fait. Tu peux pas voir. Tu peux pas voir, on va parler d'un sujet, tu vas pas pouvoir lire chaque message. Donc du coup, passe par les trucs classiques avec Twitter ou quoi, mais les sondages, typiquement en live ou autre, c'est hyper intéressant de savoir justement ce que vont penser les gens. Tu fais un sondage INSEE qui est fait par... on a pris 1200 jeunes entre 17 et 35 ans. Nous, on fait des sondages Popcorn, t'as 20-30 000 votants. Ouais, en live comme ça, instantanément. Ouais. Donc alors, c'est une partie des gens, c'est un panel. Mais du coup, non, dans la curiosité, etc., ça joue beaucoup, je pense. Les gens aiment ça. Il y a des moments où nous, on se permet des semi-différés à des moments. Pour cause juste technique. Typiquement, le marathon de Paris, on va sûrement le faire en léger différé pour pouvoir avoir une bonne qualité d'image et pas juste filmer à l'arrache un truc parce que 4 heures, t'as quand même envie que ça soit de qualité. Mais les gens le comprennent quand c'est pas possible. Typiquement, le marathon de Paris, t'as 50 000 coureurs, 4G c'est bombardé, 5G c'est pas encore assez développé. Ça risque un peu d'être moyen. Donc du coup, on se dit ok, pas de souci, vas-y, on va le faire bien, on le diffère légèrement. Pour les gens, ça change pas grand-chose, mais tu vois, typiquement, ceux qui vont le commenter et on fait une sorte de table de casse, etc., eux sont en live et connaissent pas les résultats. Donc il y a quand même toujours cette proximité où c'est pas le truc qui a été tourné, c'est dans notre armoire et on est en mode allez, on le diffuse. Donc tu vois, il y a toujours cette interaction commentateur avec le chat, etc. Mais voilà, c'est les tout petits tricks parce qu'il y a des choses qui sont pas encore possibles en live et parfois on préfère le faire comme ça. Et il y a très peu de choses, ça a été que lié à la course ou des activités extérieures, que justement se retrouver avec une qualité pourrie pour se dire juste on est en live les gars, au moins vous voyez rien mais on est en live. Là on est dans le bois de Vincennes, il nous reste 10 km, il n'y a pas de réseau mais c'est pixelisé mais on y est. Non, je comprends bien. Et toi tout ça, donc justement tu parles de fonctionnalités de chat si je reviens sur les plateformes Twitch aujourd'hui, ils sont bien au-dessus. Il y a du mouvement là. Oui, il y a du mouvement. Je ne veux pas dire qu'il y a une guerre, mais peut-être pas loin entre YouTube, Facebook, peut-être il y a un peu moins aujourd'hui, mais il y a quelques années. Twitch, c'est un peu la guerre pour des exclus, savoir qui va sur quoi, etc. Il y a eu ça beaucoup. Il y avait une plateforme Mixer aussi qui avait signé typiquement Ninja et Shrod, deux très gros streamers qui avaient pris un chèque monstrueux et qui, un an après, la plateforme a fermé, sont revenus sur Twitch reprendre un chèque. Bonjour. Magnifique. Rebonjour tout le monde, vraiment. Mais ça, les gens l'ont un peu vu aussi, donc ça marche moins pour Ninja. Mais bref, c'est pas le sujet. Facebook Gaming, concrètement, ça marche super bien dans les pays d'Asie du Sud-Est, principalement. Brésil aussi, ça marche bien. Pourquoi, par curiosité? Parce que généralement, c'est quand même une histoire de fonctionnalité qui fait que la plateforme prend ou pas. J'ai l'impression que Facebook Gaming en France, c'est mort. C'est mort. Pourtant, ils avaient essayé d'avoir des exclus de quelques streamers en mettant des bons billets. Je sais pas. En fait, c'est des gros joueurs de mobile. L'Inde aussi, notamment. C'est des joueurs, ils jouent énormément sur mobile. C'est-à-dire qu'à des jeux, des FPS, etc. Ouais. Mais tu regardes mobile et tu vois
bah là-bas t'as des 50 000 viewers sur du jeu mobile. Donc ouais, Brésil, Inde, Asie du Sud-Est. Twitch, c'est quand même majoritaire. On exclut la Chine, parce que la Chine a ses propres. Ses propres ils réseaux. ont Douyu et eu quelque chose, je sais là, plus. en actu, je sais pas si t'as vu comment ils ont limité le fait que les mineurs puissent jouer. Je crois que c'est limité à 3 heures par semaine. Et, voilà, c'est un peu un truc de ouf. 1 heure par jour, vendredi, samedi, dimanche. C'est ça. Il y a des gros choix. Hein, ça rigole pas du tout. Voilà, mais sinon, donc de Twitch et YouTube, toi, par exemple, quelle relation tu as avec ces plateformes? Forcément, tu es à un niveau où tu es identifié, tu as des interlocuteurs en direct. Est-ce qu'ils te draguent pour avoir des exclus? Toi, tu fais ce que tu veux, tu mets tes contenus où tu veux? Quand tu es partenaire affilié donc, avec Twitch, tu es obligé, donc que tu as ce qu'on appelle des subs, donc des gens qui vont pouvoir payer un abonnement premium chaque mois. Ouais. Tu es obligé d'être en exclusivité sur Twitch. Donc alors, streamer en exclusivité. C'est-à-dire que mais tu peux pas faire de contenu par ailleurs. Si, c'est juste que je pourrais pas streamer sur YouTube. T'as pas le droit de streamer sur YouTube. C'est ça. Point. En gros, c'est quel que soit le type de contenu, où tu peux créer une chaîne alternative. Je pense que tu peux passer par des trucs. Typiquement, si on crée une chaîne Popcorn et que Popcorn stream sur YouTube, je pense que ça serait possible. Tu peux mais avoir sinon, l'idée, c'est que tu as un contrat un peu exclusivité sur le streaming sur Twitch. C'est ça, exactement. Là, il y a eu des gros moves parce qu'il y a 2 gros streamers américains, Dr. Lupo et Tim the Tatman, qui ont rejoint YouTube. Il y avait déjà Dr. Disrespect, ça, c'est des très gros noms américains, plusieurs millions d'abonnés et quasiment plus de 100 000 viewers tout le temps, qui du coup ont rejoint YouTube Gaming. YouTube, le souci, en fait, c'est que c'est YouTube. Il y a déjà des questions par rapport à la chaîne, c'est-à-dire que quand tu streams sur ta chaîne, si tu streams tous les jours, l'efficacité de tes vidéos peut en pâtir un peu. Le chat est terrible, c'est-à-dire que c'est vraiment pas fait pour. Terrible dans le mauvais sens du terme. Ouais, c'est pas fait pour. C'est pas bien fait, c'est pas bien pensé, c'est pas le côté interactif justement, il est pas là. Donc pour l'instant, c'est ce qui manque vraiment. Ils ont quand même une meilleure qualité de player, c'est-à-dire que là c'est très technique, hein, mais non, mais ça m'intéresse. Non, bien sûr, parce qu'en fait, je pense aussi à des médias qui écoutent, qui peuvent se dire comment je me lance pour faire du live, sur quelle plateforme, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui marche. Du coup, il y a justement, en fait, il y a la possibilité de faire pause sur YouTube, ce qui est pas mal, surtout pour les compétitions. Donc, pause sur un live, quoi. Pause sur un live, tu peux revenir avant. Ça buffer. Twitch, là, c'est vraiment du live pur, quoi. Donc, le souci de Twitch, c'est le player, on va dire. Le player est un peu old school, où t'es en mode, les gars, Amazon, il est peut-être temps de se bouger, non? Enfin, ça doit être galère de trouver les fonds. mais du coup, non, il y a ça. Mais après, c'est l'essence aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est l'essence du truc où... Oui, naturellement, YouTube. Tu vas pas. En fait, quand tu regardes du streaming, tu vas pas sur YouTube pour le regarder, quoi. Et ils essayent petit à petit de faire changer ça, mais c'est difficile. Tu vois, ça tord trop le produit. C'est YouTube Gaming, tu vois, par exemple, qui te signe. Tu vois, les Américains. T'es en mode, ok, je viens faire du gaming. J'aime le jeu vidéo, rien d'autre. C'est mon truc à moi. Il y a rien entre genre une chaîne YouTube classique et gaming. En tout cas, c'est. Il y en a qui peuvent. Oui, tu peux twister un peu. C'est ça. Tu peux toujours, quoi. Tu vas diffuser et tout, mais je pense qu'en France, ça bougera pas de Twitch parce que c'est bien ancré Twitch. C'est aussi un pari où tu peux pas mal t'isoler, quoi. C'est-à-dire que là, si demain, je signe, déjà, ça les intéresse pas. En vrai, la France, ça les intéresse pas tant que ça. C'est le souci, comme plein de boîtes, comme machin, etc. C'est allez. Les intéresse pas qui, YouTube, tu veux dire? Ouais, tous les contrats, etc. Ils voient Amérique. Et ensuite, c'est du micro-secteur pour eux, quoi. C'est genre, est-ce qu'on est puissant en Amérique? Mixer, c'était Microsoft. Les mecs se sont pas dit, putain. On va aller chercher ailleurs. C'était que des Américains. C'est ça. C'était vraiment un truc d'Américains pour les Américains. Bonjour. Et c'est le souci aussi, hein, mais bon, on est dans ce jeu-là, quoi. Donc, non, et je pense que c'est culturel, tu vois, le fait justement de suivre Twitch. Ils ont tout un écosystème autour qui est quand même pas mal, tout un système d'émotes, etc. Où juste, c'est des habitudes, quoi. C'est des habitudes. YouTube, là, ils s'étaient calmés, là, ils ont refait quelques signatures, comme je te disais. On va voir par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a jamais eu de signature, justement, ou d'approche française, justement, de tentative. On verra, on va savoir, ça va évoluer, parce que Twitch, ils sont mis un peu devant leurs actions sur certains sujets, là, récemment, justement, par rapport à des messages des raids de hate, etc. Ce genre de choses où Twitch est pas très actif pour protéger, justement, les petits streamers qui peuvent être harcelés. C'est ça, parce qu'il y a du harcèlement, on en parlait. Donc là, on enregistre, on est le 2 septembre. Hier, il y avait une journée Day of Twitch, donc, où les streamers, donc français, c'est français, c'est américain, là, ce mouvement. Hein. Ouais,
c'est un truc qui a démarré aux États-Unis. Ouais. S'engager à ne pas streamer voilà pour grosso modo solidarité, enfin pour dire à Twitch et à la communauté de faire, enfin dire à Twitch surtout de faire quelque chose contre le harcèlement des streamers. Ouais, concrètement une grève en fait, une grève avec des revendications. Il y a un petit peu en France. Parce que c'est le revers de la médaille quelque part d'avoir une communauté qui interagit. Quelque part, tu fais de la télé, tu fais un média classique. En fait, ce qui reproche là, c'est que c'est pas naturel. Dans le sens où on a toujours connu des gens qui sont malveillants, des gens qui t'aiment pas, des gens qui vont être méchants. Il y a des gens racistes, c'est horrible, tu vois. Mais tu peux les ban et c'est réglé. Il y a des outils de modération et c'est un sujet très important justement sur Twitch. Là, le souci en fait, c'est qu'il y a carrément eu des raids donc massifs de gens, de bots qui ont été développés, qui créent des faux comptes en masse. C'est ça. Où tu peux prendre 1000 personnes d'un coup, qui en fait ton chat va être spammé donc de bots avec message à caractère raciste, sexiste. En fonction justement du streamer, et il y a des streamers qui sont harcelés, tu peux rien faire en fait en fonction de ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup des petits streamers, donc quand tu as par exemple 100 viewers, 50, 100 viewers, quand tu pars, c'est un petit cocon, tu vois, les petits streamers ils sont un petit cocon, d'un coup tu as un raid de bots, tu peux pas tous les ban parce que ça peut recréer en boucle, trop vite, etc. Donc sur ce genre de choses, il est temps que justement Twitch protège un peu plus, parce que c'est des actions toutes bêtes, mais à l'heure actuelle, avec une adresse mail, tu peux créer autant de comptes Twitch que tu veux. Je crois que c'est le seul site qui fait ça. Avec un script, je connais même pas d'autres sites qui peuvent faire ça. N'importe quel site te dit ce compte existe déjà, etc. Et donc du coup, justement, donc là on parle de script, mais il y a aussi c'est terrible, mais des fous, malheureusement, il y en a pas mal, quoi. Et Internet, ça les met encore plus en lumière parfois. Donc, typiquement, un mec qui veut harceler une streameuse, en fait, il se fait ban avec un compte, il recrée. Le fait de mettre une autre adresse email change pas tout, hein. Non, mais ça complexifie un peu, quoi. 80% des gens qui savent pas forcément créer des adresses mail à la volée. Et un mec qui se tape à faire, qui se tape 12 adresses mail plus 12 comptes Twitch par jour pour emmerder. Le mec a quand même, quoi qu'il arrive, c'est des mecs qui ont des problèmes, hein. Mais donc voilà, du coup, il est temps qu'il y ait des actions, et c'était un peu le sujet important, et il y a eu Twitch a été mis en lumière où ils ont été beaucoup dans la réaction de certains problèmes justement de sexisme ou autre, plutôt que dans essayer d'avoir une direction et essayer de faire les choses, parce que c'est vrai que oui, comme tu dis, c'est le souci d'avoir une communauté, d'interagir en live et tout, mais t'as le risque du live et de l'accident, c'est leur ADN, quoi. C'est ce qu'ils font. Donc oui, il faut pouvoir gérer les risques, il faut pouvoir mettre à disposition au moins des outils de modération pour pouvoir gérer ça. Mais dans l'ensemble, non, ils essayent bien, et c'est juste que c'est un petit coup de boost nécessaire, et c'était bien que ça soit mis en lumière. Et typiquement, moi, j'étais pas au courant, tu vois. Donc c'était très américain. Le jour J, j'ai découvert le phénomène et tout. Je savais pas, moi, j'avais prévu de live, et justement, plutôt que juste ne pas live et ne pas en parler, j'ai live pour expliquer. Il y avait beaucoup de mes viewers, etc., qui connaissaient pas du tout, quoi. Donc on a parlé de tout ça pour expliquer aussi le quotidien de certaines streameuses, certains petits streamers de minorités ou autres qui juste font harceler et tout, quoi. Rose, quoi. C'est ça. Et c'est pas parce que toi tu ne reçois pas ça que tout le monde ne reçoit pas ça. Ouais. Je l'entends bien. Pour terminer, sur les conseils que tu donnerais à des médias jeunes ou moins jeunes, parce que donc, je vais revenir rapidement, le live donc de Webedia qui avait été lancé, c'était 2020, début d'année, janvier ou février 2020, qui avait été un beau fail, on peut le dire. Hein. Il s'était lancé avec des gros moyens. Est-ce que c'était trop tôt? Est-ce que c'était quel conseil tu donnerais si une marque aujourd'hui, un média veut se lancer sur Twitch et faire du live? En fait, c'était mal pensé. C'était mal pensé par des gens qui n'ont pas du tout cette culture-là, et qui ont pensé justement qu'en ayant du casting, des gens, des noms, ça allait suffire. Et pourtant, il y avait des gens en interne qui connaissent le sujet. Je veux dire, je pense à un Raoul, je pense à toi, par exemple. Je veux dire, il suffit de venir te voir en disant ça fait quelques années qu'on bosse ensemble. Ça a été le problème. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ça a été le problème justement de ces gens-là qui étaient un peu trop convaincus justement que leur idée était bonne malgré les warnings, et que du coup ça... Ils ont pas écouté, ils ont mis des œillères. C'est ça. On réunit des talents, ça va le faire. C'est ça, et du coup après coup il y a eu une prise de conscience justement que faut peut-être pas donner des responsabilités comme ça à des gens qui sont très bons dans d'autres choses, mais pour le coup de la création de contenu, c'est pas en arrivant comme un cow-boy que tu peux justement vraiment
gérer ce genre de projet. Donc ouais, ça a été totalement casse-gueule. Ça a été pas bien pensé. Tu vois, typiquement, moi, j'avais parlé de ça. Tu vois, on parlait encore une fois de liberté, etc. J'avais dit que c'était une purge de A à Z. Je devais faire une émission là-bas, un peu un game show, justement, qui me permettait, une idée que j'avais depuis longtemps et qui me permettait de la mettre en place. Moi, j'avais demandé à ce que rien ne sorte. Et ça sera sûrement un donation goal du The Even, tu vois, à 100 000 euros ou je sais pas combien. On regarde, on sort le dossier. Mais oui, non, c'est des gens qui en fait, faut un appétit pour la plateforme. Un mec comme Samuel Etienne a bien marché parce que le gars, à la dalle, il a voulu comprendre ce qui se passe. Là, maintenant, ça a été résumé en il faut être humble et bienveillant. Les gens, ceux qui arrivent, se disent ok, juste si je suis humble, c'est bon, ça va passer. Samuel Etienne, il était humble. C'est aussi une envie de ce que tu as envie de faire. Là, de plus en plus, je crois que c'est France Inter là aussi qui justement fait un truc sur Twitch en ce début d'année avec Tanguy Pastureau et Alex Vizorek, je crois. Mais enfin, il y a beaucoup justement qui vont tenter des choses et c'est bien. Il faut justement, typiquement que ça soit si c'est les animateurs, etc. Ouais, qu'ils aient envie. En fait, c'est aussi une question d'envie, d'être là-dedans, de curiosité. Il faut pas que ça soit juste hop, je mets un média de plus comme ça un canal de plus, etc. C'est ça. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un côté si je mets trop de moyens quelque part, je suis trop attendu ou la communauté. Alors d'ailleurs, la communauté, ça veut tout et rien dire parce que tu as une communauté. Ça se gagne une communauté, tu démarres pas avec une communauté où ils se disent attends, on les voit arriver avec leurs gros sabots, ils ont mis des moyens, et se faire bâcher. Est-ce que pour réussir, t'es pas obligé de démarrer petit, humble? Tu parlais un peu de cette humilité, démarrer petit et grossir. Est-ce que tu peux arriver gros directement? Tout dépend du concept en fait. C'est-à-dire que ça dépend vraiment du concept. Je pense qu'on aurait adoré avoir des moyens débloqués par des chaînes de télé justement sur Twitch pour se dire ok, on arrive, on fait un putain de concept qui a jamais eu lieu. Je prenais l'exemple Koh-Lanta, t'as Koh-Lanta en live sur Twitch, ça pourrait être dingue, il pourrait y avoir des trucs, c'est dingue, voilà. Mais du coup tout dépend ce qui a amené. Là il y a eu beaucoup justement de chaînes d'infos, donc du coup ils ont fait justement ce côté un journaliste tête avec le chat et c'est intéressant, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui pour moi pas s'essouffle, mais si toutes les chaînes viennent avec leurs journalistes pour montrer qu'elles sont humbles, qu'elles sont justement pas prises de tête pour du coup faire leur revue de presse, etc. T'es en mode il y a Samuel Etienne qui a déjà pas mal pris voilà, il y a Jean Massier. Et ensuite c'est ce truc d'innovation, de qu'est-ce que t'apportes, est-ce que qu'est-ce que ça va être quoi la plus-value de ta chaîne et qu'est-ce qui va se passer en plus. Donc après il y a plein de concepts, il y a plein de contenus imaginables. Il y a vraiment ce truc là on a rencontré nous pas mal de boîtes de prod, autres qui ont l'habitude de bosser en télé, qui s'intéressent à Twitch. Il faut que l'animateur soit quand même un minimum là-dedans. C'est-à-dire que c'est compliqué. Tu peux pas débarquer sans être un peu connu dans ce milieu. Si, tu peux, mais avec l'envie de juste d'échange ou quoi. Récemment, on a eu un exemple où il y allait avoir un animateur ou animatrice, d'ailleurs, pour brouiller les pistes, mais qui en fait allait animer l'émission, mais il y allait avoir quelqu'un qui prend le chat. C'est à côté qui est genre du coup quelqu'un dédié à toi, t'es Twitchman. Ça peut être intéressant, mais ça montre quand même justement une certaine distance de base non, moi je fais pas ça. Lis les messages. Enfin, ça te donnera un peu. Construis ton émission autour de ces messages justement, surtout quand tu veux pas aborder des thèmes peut-être de société, politique, etc. Soit tu t'en sers, soit juste tu mets des œillères, pardon. Donc ça dépend vraiment de l'envie de la chaîne ou autre, de c'est quoi le but et ce que tu veux en faire en fait. Et ensuite le truc c'est que c'est quand même du sur-mesure. Il y a pas de formule magique il faut ça et quoi qu'il arrive ça sera bien. Pas pour autant que tu seras suivi. Des mecs comme Arte, ils ont compris, mais eux, en même temps, le numérique, ça fait longtemps qu'ils captent et qu'ils savent comment faire. Voilà, ils ont amené des trucs avec des streamers, des émissions, ou pas forcément des gros streamers, juste des gens de la plateforme qui aiment la plateforme et qui sont à fond sur cette plateforme en la connaissant. Là, je crois qu'ils font un nouveau truc avec Pierre Lapin, si je dis pas de bêtises, autour de la musique, désormais le week-end. Ils ont une émission jour de play, je crois, donc qui est autour du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo avec des intervenants, etc. Il y a en fait une volonté, c'est ça aussi derrière, c'est quoi la volonté? S'il n'y a pas de volonté juste de dire faut y être, on y est. On y est, c'était le bon moment. C'est clair que c'est dur de sortir le truc de l'année, quoi. Parce que t'as pas envie, quoi. Donc c'est plutôt ça, mais on a senti quand même mais c'est souvent comme ça, une hype. Tout le monde a voulu. Il y en a, ils se sont cassés la gueule. BFM, ils sont allés, c'était la merde, niveau matos, niveau machin. Ça, typiquement, ils ont eu des soucis micro et tout. C'est terrible. En plus, BFM, pour ce que ça représente sur Internet,
parfois c'est quand même. Il faut déjà ramer beaucoup plus fort pour eux pour réussir. C'est ça, tu vois. Et donc ouais, je suis curieux de voir un peu les différents médias qui vont arriver. Et nous, on travaille aussi justement avec certains pour essayer de les conseiller, pour réussir à atteindre leur objectif et réussir à faire quelque chose de qualité qui va fonctionner. Ouais, ça c'est intéressant. J'avais juste une question, je voulais conclure, mais quand même, tu parlais des subs. Je trouve ça intéressant parce que donc t'as pas qu'un modèle. Je suis désolé, je reviens totalement en arrière, mais t'as pas qu'un modèle sponsoring. En fait, il y a des gens qui payent pour s'abonner à quelqu'un, à un streamer, un abonnement. Et donc il y a eu d'ailleurs toute cette polémique parce que je crois qu'ils ont changé les paliers, etc. En fait, ils ont baissé les prix justement pour rendre plus accessible. C'est ça, en fait, tu vois, c'était $5 et c'était traduit dans le monde entier, donc $5, 5 €, etc. Ils se sont rendus compte qu'il y a des pays en fait où $5 c'est énorme, c'est genre monstrueux. Juste pour suivre une chaîne. Donc ils ont adapté en fait en fonction du pouvoir d'achat local, ce qui fait qu'en Europe par exemple, là en France c'est 4 € désormais. Typiquement, je crois qu'en Turquie c'est l'équivalent d'€1. Tu vois. Donc juste donc bon, ça c'est plutôt pour bien, adapter aux communautés. Effectivement, les premiers sont plus bas, donc les streamers peuvent être inquiets d'avoir une petite baisse les premiers mois. C'était pas mon point, mais tu sens qu'il y a un vrai développement là-dessus. Tu crois ça? Tu sais, c'est un peu toute cette passion économie avec Patreon. Les gens puissent payer directement et de demain être payés toi que par ceux qui te regardent. Moi, j'aime bien l'idée, justement, c'est un peu différent, mais tu vois, avec les trucs Ulule, Kickstarter, etc., d'avoir fait mes projets en me disant, c'est pas votre argent. C'est-à-dire que je vais pas vous demander 30 000 € parce que j'ai besoin d'un projet. Je préfère aller chercher des marques, aller trouver d'autres financements plutôt que vous impliquer vraiment là-dedans. Là, on est sur quelque chose où c'est du soutien. J'ai des gens qui me du soutien à la Patreon, tu vois, c'est ça. Mais plus anciens subs, ils ont 76 mois. Ça fait 76 mois que tous les mois, justement, ils s'abonnent. Paye pour toi. Et donc, du coup, y a aussi Prime, ou si t'as l'abonnement Prime, tu peux claquer un Prime, etc. Mais j'y crois et je pense que ça se développe parce que t'as des avantages. Typiquement, moi, du coup, dans notre business model, en fait, tu peux mettre les rediffs en sub-only. C'est-à-dire que donc c'est exactement ce qu'on fait puisque j'ai une chaîne YouTube de replay où je balance tout 24 ou 48 heures après. Popcorn, tout est disponible durant la semaine. Donc tu vois, c'est pas genre soit t'es abonné, enfin soit tu payes, soit tu vois pas. C'est pas ça. C'est soit tu veux voir tout de suite quand tu veux, etc. Et dans ce cas, tu peux t'abonner. Soit sinon, t'attends 24 heures et justement tu vas avoir la vidéo. Donc c'est des petits avantages comme ça justement que tu peux donner. Il y a tout un truc d'émotes aussi, donc qui est très communautaire. Les emotes, c'est très Twitch. C'est ça. Les emotes. Hein. Ah ouais, c'est les smileys, etc. C'est réagir avec des smileys univers personnalisés du streamer. C'est ça, de ton univers. Ça peut être de tes expressions, ça peut être et c'est ce qui va donner un peu la couleur de ton stream aussi. Donc il y a une vraie culture de ça sur Twitch. À l'époque, c'était les dons parce que on pouvait pas spécialement en vivre et tout. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ça continue, notamment les petits streamers. Mais c'est vrai que tu as désactivé le système de dons. Ouais, c'est beaucoup plus. C'est particulier le don, tu vois, tiens, je te donne de l'argent. Là, tu t'abonnes, tu as des privilèges, tu as des avantages. Oui, c'est plus sain, toi, par rapport à tout ce que tu fais, tout ce que tu représentes. Mais la majorité des gens, ils s'abonnent justement pour soutenir les projets, pour dire, vas-y, je kiffe trop ce que tu fais, trop bien, continue, quoi. Et du coup, c'est clair que c'est quand même c'est assez important aussi dans l'économie, on va dire, de la boîte et tout, ça joue beaucoup. Et ouais, même, tu as ce truc communautaire où c'est une avance, je sais pas comment dire, c'est une avancée, c'est tes gars, c'est ton truc, quoi, c'est ton crew, quoi. C'est assez fou, ça. Tu vois, je pense pas que les médias traditionnels ont ce rapport avec la communauté, évidemment, parce que tu lui parles moins directement. Tu t'abonnes pour lire les articles. Ouais. C'est différent. Mais t'es abonné aussi, mais d'une autre manière, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pas la même chose, quoi. Les gens, je sais pas si les gens s'abonnent pour soutenir le Figaro, quoi. C'est plus. Non, alors tu peux t'abonner sur certains titres, effectivement, vraiment de soutien, mais t'as pas cette notion, effectivement, tant incarnée pour suivre. Mais je crois qu'ils font ça un peu. Le média, etc. Il y a un système un peu comme ça, non? Ou le Guardian aussi. Qui font ce truc. Angleterre, c'est vraiment du soutien parce que tu veux soutenir une presse indépendante, libre, etc. Le média fait ça, effectivement. QG aussi. On arrive au bout de cet épisode qui était effectivement qui a un peu dépassé, mais qui a dépassé quoi? On fait ce qu'on veut, donc c'est ça qui est beau. Juste en dernière question, là plus en ouverture, et je sais même pas si tu as une réponse. Est-ce que tu vois arriver une nouvelle plateforme? Là, on a parlé de Twitch, on a parlé de YouTube, Facebook, Mixer qui n'existe plus. Il y a une prochaine plateforme où tu regardes un peu ça, tu testes des trucs? TikTok, mais c'est pas nouveau, quoi. Mais c'est intéressant, parce que tu viens pas de l'univers TikTok. TikTok, c'était plutôt des petites vidéos virales, des challenges, etc. Alors, ça a bien changé entre temps. Tu trouves, toi, une audience et tu trouves un peu des usages
par rapport à ce que tu fais? C'est pas là où je suis le plus fort. Mais ouais, j'ai un compte qui doit avoir un peu plus de 100 000 abonnés où du coup je suis pas encore dans les Corées, mais voilà, j'ai pas voulu non plus justement venir en mode ok, je reprends tous les codes, toutes les tendances et let's go, j'y vais, parce que c'était un truc au fond de moi où je suis pas très à l'aise avec ça, mais je respecte ceux qui le font et tout. Nous, on va rediffuser justement les moments de live un peu forts, les moments marrants, etc. justement dans des petites pastilles, et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui fonctionnent très bien, et c'est intéressant parce que c'est un public Twitch, c'est un public qui est pas hyper jeune, tu vois. Donc, même si c'est pas une strat, c'est important quand même de se dire que les jeunes, ils se disent pas juste que j'ai 27 ans. Dans ce milieu, tu commences un peu à être vieux, tu vois. T'as plus de 30 ans, tu commences à... En même temps, c'est normal, hein. Un gamin qui a 12 ans, il se dit, t'as 30 ans, t'as plus du double, quoi. Enfin, donc, il te voit comme quelqu'un d'âgé. Mais juste pour... pour être présent, tu vois, pour pas non plus se bloquer la plateforme. Voilà, surtout que je regarde moi un peu ce qui se fait, j'aime bien suivre. En fait, je suis curieux de ce genre de choses, des tendances des plateformes, qui fait quoi comment, et c'est marrant. Bah récemment, tu vois, genre là, j'étais à un événement là, Impulstar, donc un truc d'Instagram qui met le foot, culture hip-hop et tout. J'étais dans le truc VIP, juste à côté, il y a un mec qui me dit bonjour et tout. Bon, bah, on discute. Et en fait, c'était un duo. Le mec me suivait depuis hyper longtemps, et en fait, ils ont commencé TikTok il y a 6 mois, ils ont 1,5 million d'abonnés. Et du coup, c'est des nouveaux codes. C'est des gens qui, pour moi, il y a une... Alors, c'est difficile, mais il y a une valeur au nombre. C'est-à-dire que TikTok, la difficulté, c'est que les gens s'abonnent, mais tous les TikTokers veulent amener leur audience sur Instagram ou sur des réseaux qui sont justement un peu plus forts, où tu vas pouvoir garder les gens. TikTok... Les gens sont abonnés, mais c'est la consommation très. Si t'as fait une trend pendant un mois qui était marrante, tu l'as plus après, c'est fini. Et tu vois énormément de comptes comme ça. Tu vois, on parlait de Fortnite tout à l'heure. Le nombre de youtubeurs qui ont plus d'1 million d'abonnés YouTube, maintenant, ils font genre 10 000 vues par vidéo en galère parce que juste, les gens étaient là, ils se abonnent sur Fortnite. Et puis, c'est ça, tu vois. Donc c'est très volatile, on va dire, TikTok, mais c'est intéressant. J'aime bien voir un peu justement comment ça évolue. Il y a des choses à faire et on commence à bien comprendre les codes nous chez nous. Et du coup, oui, bah TikTok, forcément, ils sont présents. Après, tu peux pas non plus tout faire, tu vois. C'est-à-dire que tu peux être aussi limité sur certains formats. Mais du coup, non, je pense que c'est Biden, ses compagnies derrière. Donc il y a un moment où ce qu'on a dit, c'est-à-dire que quand tu te bats contre Facebook, tu te bats contre Amazon, Google, Microsoft a lâché la bataille. Bon, bah, pour qu'il y ait une nouvelle plateforme. Qui émerge, il faut investir. Faut qu'on fasse la liste là, mais je sais pas qui y manque. Mais bon, Apple, peut-être, ils ont pas un truc sous le pied, ça a pas l'air d'être leur ambiance. Donc ouais, c'est clair que c'est difficile. TikTok, ils sont arrivés avec des moyens, c'est ça. Et ça tourne, l'algorithme et tout. Tu sens que ça a bossé, quoi. Ouais. C'est jusqu'où, tu sais pas. Hein, c'est aussi une part d'ombre un peu particulière. Mais TikTok, forcément, est intéressante. Donc voilà, écoute, à suivre ce que tu feras dessus. Et ton prochain défi, alors tu as parlé du marathon, est-ce que tu as un autre projet, ça sort quand le podcast? Normalement la semaine prochaine. Non, bah je fais plus tôt genre ou plus tard? Non, mais je peux après le décaler, mais après non, mais je fais un truc le 18 septembre pardon, à Roland-Garros, avec Gaël Monfils, Zerator, et on va faire un double, normalement Benoît Paire en 4e, et on va faire un double de tennis du coup, donc ça va être assez lourd, pareil. C'est un petit truc The Event où on s'était dit justement qu'on ferait ça, et normalement avec public et tout, donc ça va être sympa aussi, ça va être un truc assez cool. Mortel. Alexis, merci. Bah, merci à toi pour ton temps et pour tous ces détails, et pas de langue de bois. De toute façon, je pense que c'est un peu aussi ce qui te caractérise, quoi. Tu dis les choses assez franchement. Donc c'était passionnant. Merci d'avoir passé ce temps. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration dans la galaxie des médias. Salut Pierre-Alexis. Ciao. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt.